Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Bienvenue sur les antennes de Lux FM et bienvenue à l'émission Allô chauffeur. Allô chauffeur est, comme vous le savez, votre émission qui parle de tout ce qui concerne la conduite du chauffeur et son métier au quotidien. Allô chauffeur d'aujourd'hui vient avec un nouveau numéro. Nous allons parler de l'irresponsabilité des chauffeurs. Et avec moi pour en parler dans ce studio, je reçois monsieur Alban Kunku. Bonsoir monsieur Alban. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors vous êtes moniteur d'auto-école. Tout à fait. Et vous évoluez au sein de l'auto-école Royal Service. Tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors monsieur Alban, vous venez pour qu'on parle sur l'irresponsabilité des chauffeurs. Alors qu'est-ce que vous entendez par l'irresponsabilité des chauffeurs? Je dirais que l'irresponsabilité, c'est le sens d'une personne qui n'est pas responsable des actes posés sur la voie publique, tels que la conduite automobile dépend tout d'abord de la mise en pratique du code de la route. Et donc, un chauffeur qui conduit sans pourtant respecter le code de la route, il est déjà irresponsable. Nous avons dans le respect des règles de la circulation routière l'inobservation souvent du panneau stop. Nous avons constaté sur le terrain pratique que beaucoup de chauffeurs qui ne font pas attention au panneau stop. Là, je parle juste du panneau stop parce que les panneaux, il y en a plusieurs. Mais au niveau des intersections, là où on n'avance pas la priorité, beaucoup de chauffeurs qui n'arrivent pas à respecter ce panneau. Ils le négligent en fait, ce panneau. Logiquement parlant, qu'il y ait des véhicules ou pas, devant un panneau stop, on doit s'arrêter obligatoirement. Même quand il n'y a pas de véhicule devant soi? Même quand il n'y a pas de véhicule. Déjà, dès qu'on aperçoit le panneau stop, la première des choses qu'il faut faire, c'est de ralentir. S'approcher du panneau et le dépasser. On doit s'arrêter à la limite de la chaussée à border. On ne s'arrête jamais avant le panneau ni à la hauteur du panneau. Mais on doit forcément s'arrêter à la limite de la chaussée à border. Une faute commise par beaucoup de chauffeurs, quand devant soi, il y a un véhicule qui s'est immobilisé pour le respect du panneau stop, dès que ce véhicule s'engage pour franchir l'intersection, vous qui étiez derrière, vous avez le droit de venir remplacer ce véhicule pour le respect du panneau stop. Et quand on appelle arrêt, ça veut dire que immobiliser complètement le véhicule. Ce n'est pas ralentir. Non, ça n'a rien à voir avec le ralentissement. Ici, il s'agit de l'immobilisation totale. Et quand je parle de l'immobilisation totale, ça veut dire que le véhicule n'est plus en mouvement. Autrement dit, annuler le mouvement du véhicule. Le temps d'observer la route, si elle est libre à gauche comme à droite, à ce moment-là, on peut s'engager pour continuer sa route. Et ceci est obligatoire. Mais vous allez constater dans la ville de Pointe-Noire, en tout cas, le panneau stop n'est pas du tout respecté. Et ça pose un grand problème parce que ça occasionne beaucoup d'accidents. Très bien. Alors déjà là, vous avez commencé déjà à nous citer que les différentes manifestations de cette irresponsabilité des chauffeurs. Entre autres, donc on a le non-respect du panneau stop. Donc tout simplement, on va parler de panneau de signalisation. Et ensuite, quelles autres manifestations est-ce qu'on peut citer de cette irresponsabilité des chauffeurs? Toujours dans le cadre de l'irresponsabilité, je parlerai au premier volet de la formation incomplète. La formation incomplète. Oui. Conduire étant déjà un acte du travail qui est très dangereux. Beaucoup se font former dans le temps. Ça veut dire que dans la rue, sans passer par une auto-école. C'est déjà une faute grave. Le fait d'avoir reçu une formation incomplète, on devient déjà irresponsable. Dans le sens que vous aurez ce qu'on appelle un manquement des notions de base. Alors, qu'est-ce que vous appelez par formation complète? Parce que justement, quand on peut prendre un véhicule, le déplacer, se promener dans toute la ville avec, on sait déjà conduire. C'est suffisant, non? C'est ce que les gens pensent. Mais conduire un véhicule ne se limite pas à le déplacer. La preuve en est que de par sa définition, je peux définir conduire comme étant diriger un véhicule tout en ayant l'observance. Ça veut dire que connaître les règles et les mettre en pratique. Mais ici, on parle de quelles règles? On parle du code de la route, les règles générales de la circulation routière. Très bien. Et quand vous recevez une formation dans la rue, qui veut dire que cette formation-là est incomplète parce que vous l'avez eu auprès de qui?
assurément auprès d'un chauffeur. Tandis que le chauffeur n'a pas le droit de former un chauffeur. Alors, un chauffeur n'a pas le droit de former un autre chauffeur, mais finalement, qui doit former un chauffeur? Un chauffeur doit être formé par un moniteur d'auto-école. C'est quoi exactement un moniteur d'auto-école? De quoi vous voulez parler? Un moniteur d'auto-école, c'est un enseignant de la conduite automobile qui a fait la pédagogie. Ah bon? Donc, on peut être formé pour devenir enseignant de la conduite? Mais tout à fait. Très bien. Alors, quelle différence donc vous allez faire entre quelqu'un qui se fait former juste sur le terrain et quelqu'un qui se fait former dans une auto-école auprès d'un moniteur d'auto-école? Je dirais qu'il y a une très grande différence. Parce que celui qui s'est fait former dans une auto-école, assurément qu'il a bénéficié d'une formation complète. Je m'explique. La conduite automobile a deux façades. Il y a la façade théorique et il y a la façade pratique. Et celui qui fait une formation dans la rue se limite juste à la façade pratique. Ça veut dire qu'ayant la maîtrise du véhicule, qui n'est autre qu'un engin, il peut déplacer un véhicule d'un point à un autre. Il se dit qu'il est devenu chauffeur ou conducteur. Mais ça n'a rien à voir avec la conduite automobile. On ne peut pas parler de la conduite et mettre le code de la route à côté. Non, c'est pas évident. C'est comme aujourd'hui, vous parlerez de la vie chrétienne. Vous êtes chrétien, mais vous mettez la Bible de côté. Ça veut rien dire. On a les œuvres, ça nous suffit. Mais tout à fait, vous partez à l'église tous les jours. Cela ne revient pas à dire que vous êtes devenu un chrétien. Le chrétien, selon moi, c'est celui qui connaît la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et le conducteur, c'est celui qui connaît le code de la route et qui conduit par rapport au code, en mettant le code de la route en pratique partout là où il peut se retrouver. Partout où il peut se retrouver. Mais vous pensez que quelqu'un qui se retrouve au fin de l'Ouest, les voies ne sont pas goudronnées, est-ce qu'il a besoin du code de la route là où il se retrouve? Je réitère sur ce que je venais de dire, que conduire a deux façades. Il y a la façade théorique. Ici, je parle de la connaissance du code de la route. Et il y a la façade pratique. Si vous avez appris à conduire juste, vous êtes limité à déplacer le véhicule d'un point à un autre, vous êtes un conducteur limité. C'est là où j'ai parlé de la formation incomplète. Le fait d'avoir subi une formation incomplète, c'est déjà de l'irresponsabilité. Parce que la voiture que vous allez conduire est aussi égale à une arme. Vous savez que la voiture tue. Exactement. Et quand vous n'avez pas subi une formation dans les normes, à ce moment-là, vous allez en faire mauvais usage. C'est là où vous constatez sur la voie publique un désordre organisé par beaucoup de chauffeurs qui ont subi une formation incomplète auprès des autres chauffeurs. Parce qu'un chauffeur n'a pas fait la pédagogie de la conduite automobile. Différent d'un moniteur d'auto-école qui a fait pédagogie de la conduite et qui encadre quelqu'un tout en accompagnant les deux façades. Ça veut dire que la façade théorique et la façade pratique. C'est ça qui fait que la personne puisse recevoir une formation complète. Parce que sur la façade théorique, le moniteur t'apprend ce qu'on appelle les règles générales de la circulation routière. Le moniteur t'apprend le comportement que tu dois adopter sur la voie publique. Le moniteur t'apprend à respecter les autres usagers de la route. Le moniteur t'apprend à observer les gestes effectués par les agents qui ne sont autres que les policiers routiers. Mais si vous avez subi une formation auprès d'un autre chauffeur, ça veut tout simplement dire que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, ce dernier lui-même conduisant avec beaucoup de fautes et d'erreurs, il va aussi t'enseigner les mêmes erreurs que lui qu'il commet sur la voie publique. Et c'est là où nous sommes en train de constater un grand désordre qui est organisé sur la voie publique, des accidents vraiment à la con par le manque d'une bonne formation. Donc on va se retrouver avec des gens ignorants, mais en chaîne en tout cas. Voilà. Ça veut dire que c'est l'irresponsabilité qui est en train de battre le record en ce net moment précis. Beaucoup de chauffeurs sont irresponsables au volant sur la route. Monsieur Nkunku, si on prenait le cas de quelqu'un qui se fait former dans la rue, sur le tas comme ça, qui prend donc les cours pratiques et qui va aller, parce qu'aujourd'hui on peut retrouver un peu tout ce dont on a besoin sur internet, sur YouTube, un peu partout. Est-ce que c'est conseillé quelqu'un qui va se faire former, qui prend la formation pratique sur le terrain et qui va sur internet pour chercher une formation théorique pour connaître le code de la route? Est-ce que ce serait conseillé? Je dirais qu'il y a une possibilité, si et seulement si qu'on fait du sérieux dans ces recherches pour avoir ce qu'on appelle une connaissance absolue des règles générales de la circulation. Mais il est peut-être mieux de se faire former dans une auto-école parce qu'au moins là, vous n'avez peut-être pas
pas à trop vous torturer puisque la charge revient à votre formateur. Ce que vous avez à faire, c'est juste manifester la volonté et puis de vous appliquer. En sous-entendant que celui qui fait une formation dans une auto-école auprès d'un moniteur qui a fait pédagogie de la conduite automobile, qui a été formé pour former. Tout à fait. C'est même ça le mot. Qui veut dire que cette personne, à la fin de la formation, trouvera assurément satisfaction. Et le comportement qu'il va adopter sur la voie publique sera différent du comportement affiché ou adopté par ce chauffeur qui a été formé par un autre chauffeur. Parce qu'il y a de ces chauffeurs qui se disent qu'il a la possibilité. Vous voyez la différence, monsieur le journaliste? Moi, en tant que moniteur d'auto-école, je peux former peut-être 500 personnes en une année. Est-ce que vous imaginez? Mais le chauffeur de taxi, avec quelle capacité pourrait-il former le nombre de personnes qu'un moniteur peut former? D'abord, ils le font frauduleusement parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de former les chauffeurs. C'est ça le problème. Ils le font frauduleusement. Ils n'ont pas la liberté que nous avons pour former dans toute la ville. Les chauffeurs, nous avons la liberté de former les chauffeurs. Vous êtes reconnu par la loi. Mais tout à fait, tout à fait. Nous avons cette autorisation-là. Mais un chauffeur n'a pas l'autorisation de former un autre chauffeur. Mais nous le constatons et les gens se donnent à eux. Il se dit qu'il va vite apprendre à l'auto-école, ça allait perdre le temps. Mais il faut poser les questions peut-être à certains apprenants qui sont passés dans les auto-écoles. Ils vont vous témoigner de quoi il s'agit à l'auto-école. Quand on dit auto-école, ça veut dire c'est un centre de formation de la conduite automobile. Ça dit quand vous rentrez dans une auto-école, vous rentrez dans un centre. Et vous avez une formation à suivre jusqu'à la fin de votre formation. Même quand vous n'avez pas trouvé satisfaction, mais il y a des cours de rattrapage. Vous pouvez faire des cours de rattrapage pour essayer de rehausser votre niveau et sortir de votre centre. Quand vous quittez les mains de votre formateur, vous devez être vraiment sûr que vous êtes maintenant apte à prendre un véhicule et le conduire, non pas le déplacer. Parce que déplacer un véhicule et conduire un véhicule, c'est deux choses différentes. Monsieur Nkunku, vous avez parlé de la formation qui doit être complète, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir une formation complète? La formation complète a deux capacités. Parce qu'il y a des gens qui comprennent avec beaucoup de difficultés. Le moniteur étant un pédagogue, il sait la pédagogie qu'il va utiliser. Donc il veut dire que la formation peut aller à 1 mois et demi, ça peut aller à 2 mois. Ça dépend du centre là où vous faites former. Chez nous, par exemple, nous faisons des formations qui vont jusqu'à 2 mois parce qu'on se dit qu'on ne peut pas mettre à la portée de la rue un apprenant qui est venu chez nous et qui n'a pas du tout assimilé et qu'on puisse l'abandonner comme ça. Non, parce que c'est un risque. Celui qui conduit, qui n'a pas du tout les capacités, peut facilement commettre des crimes avec un véhicule. Et voilà pourquoi donc nous prenons le temps de former jusqu'à emmener les apprenants au niveau là où ils se sentent libres et puis à l'aise au volant. Mais 1 mois, 2 mois de formation, ça peut paraître négligeable, mais c'est suffisant pour que quelqu'un soit apte à prendre le volant et 2 mois de formation, c'est suffisant. Mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas pendant les 2 mois. À ce moment-là, on trouve d'autres solutions pour ces personnes-là. Nous pouvons prolonger les cours jusqu'à même 3 mois. L'idéal, c'est d'emmener la personne à un niveau qui lui permettra d'être indépendant au volant. C'est ça le problème. Tout en instruisant la personne pour qu'une fois sur la route, que cette personne-là ne soit pas le sujet qui va occasionner des accidents de circulation. Parce qu'en fait, le but de se faire former à l'auto-école, c'est aussi de bien vouloir réduire le taux d'accident. Parce que nous avons aussi la responsabilité de conscientiser nos apprenants à nous. Le moniteur a aussi le rôle d'éduquer. Nous formons, mais nous éduquons aussi. Monsieur Nkunku, selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à préférer la formation de rue au lieu de la formation en auto-école? Est-ce que ça serait une ignorance ou bien un manque de moyens, manque de temps? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais peut-être les deux. Manque de moyens pour certains. Les autres, c'est l'ignorance. Voilà quoi. Donc la formation en auto-école est très chère? Non, ce n'est pas du tout cher. Le prix, il est à la portée de tout le monde. Donc il veut te dire que c'est peut-être un problème de vision aussi. Il faut avoir une bonne vision dans la vie. Il y a des gens qui se disent, mais écoute, moi, je vais me faire former dans la rue. Le but que je devienne chauffeur, c'est la pensée de la personne. Mais tu ne seras pas un bon chauffeur quand tu as été formé par un chauffeur. Parce que tu auras beaucoup de manquements. La conduite automobile, c'est un domaine qui est tellement risquant. Il y a trop de risques. Il faut bien apprendre, bien assimiler ces leçons pour être un conducteur responsable. Nous avons besoin des conducteurs responsables au volant sur la route.
Ceci, c'est pour réduire le taux d'accident. Et donc, je peux parler d'un deuxième volet, monsieur le journaliste, d'où la conduite conditionnée. La conduite conditionnée. Ça fait aussi toujours partie de l'irresponsabilité du chauffeur. De quoi il s'agit, la conduite conditionnée? La conduite conditionnée par la présence des agents. Ça veut dire quand un chauffeur repère un agent en tenue, qu'il fasse la formation dans une auto-école ou pas, il devient conscient et sérieux. Il devient discipliné. Donc sa conduite est conditionnée par la présence d'un agent. Et quand sur le terrain pratique, il ne croise aucun agent, ça veut dire que même le panneau SOP, on ne le regarde pas. C'est le refus de priorité, c'est des dépassements à la con, à droite, c'est l'excès de vitesse. On se permet de faire tout ce que bon nous semble quand on n'a pas remarqué la présence d'un agent. C'est un désordre organisé, surtout au niveau des intersections, c'est la pagaille totale. C'est là où je parle de la conduite conditionnée qui fait partie de l'irresponsabilité. Je dirais, monsieur le journaliste, on ne conduit pas par rapport aux agents. Exactement. Nous devons conduire par rapport au code de la route. Et même quand les agents ne sont pas, mais les panneaux remplacent les agents. Un panneau remplace un gendarme. Les panneaux parlent. Les panneaux nous transmettent des messages, mais les gens ne font pas attention et les gens s'en foutent. Vous imaginez que vous approchez d'un passage piéton et vous avez même un panneau qui indique passage piéton et vous allez constater des chauffeurs qui roulent à vitesse élevée. Justement, puisque nous y sommes, nous parlons du passage piéton, peut-être pour l'information des auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment reconnaître ce passage piéton? On reconnaît le passage piéton par des bandes blanches épaisses sur la chaussée. Et puis, il y a aussi des panneaux qui complètent aussi cette information. Nous avons des panneaux de danger sous forme triangulaire avec l'image d'une personne et des bandes, et il y a aussi des panneaux d'indication. Donc en fait il y a des panneaux qui indiquent ou qui annoncent un passage piéton, et il y a aussi des bandes blanches sur la chaussée qui indiquent l'endroit là où les piétons ont l'autorisation de traverser la chaussée. Mais un chauffeur qui a fait une formation normale, quand il aperçoit un piéton qui a déjà positionné ses pieds sur les bandes blanches, ce qu'il a à faire c'est de s'arrêter. Et qu'il y ait piéton ou pas, quand on s'approche d'un passage piéton, on doit toujours ralentir. Au moins ralentir. Pour prendre les dispositions, parce qu'on ne sait jamais. Vous imaginez, donc tout cela, ça fait partie du sens d'un chauffeur responsable. Et c'est ça que nous enseignons à l'auto-école. Très bien. Donc il veut dire que sur le terrain pratique, pour quelqu'un qui a reçu une bonne formation, qui met en pratique ce qu'il a reçu, et il se comportera de façon sage et responsable au volant. Et ça va nous aider pour réduire le taux d'accident. Donc il veut dire que je vais attirer l'attention des chauffeurs qui font la conduite conditionnés, qui se disent que comme il n'y a pas un agent, même s'il y avait un sens interdit, on s'engage. Il y avait le SOP, on ne s'arrête plus. Le céder le passage, on ne ralentit pas. Quand vous avez affaire à un panneau céder le passage, qu'il y ait un agent de la police ou pas, qu'il y ait un véhicule à qui vous devez céder le passage ou pas, on doit forcément ralentir avant de continuer la route. Nous avons souvent des panneaux céder le passage proches des carrefours à sens dit giratoire. Et quand vous avez déjà aperçu un panneau céder le passage, la première des choses que le conducteur doit faire, c'est de ralentir. Quand il n'y a pas de véhicule à qui on doit céder le passage, on peut s'engager pour continuer la route. Quel est le rôle du policier routier? Le policier routier, il joue un rôle très capital. D'abord, il assure la sécurité sur la voie publique. Il organise l'ordre pour ne pas qu'il y ait le désordre. La preuve en est que le policier routier, il peut remplacer à 100% toute la signalisation. Il peut annuler les règles de la signalisation et remplacer la signalisation. Et quand le policier est positionné au niveau d'une intersection, tout ce que le policier demande de faire, c'est ça que les chauffeurs doivent faire. Il est le maître de la circulation. Il prime sur les feux et sur les panneaux. Quand même le feu est rouge, on devait s'arrêter. Mais quand l'agent est là, il vous demande de passer, vous avez le droit de passer. Ça veut tout simplement dire que les policiers routiers jouent un rôle très capital. Ils facilitent l'écoulement des véhicules au niveau des intersections, là où la circulation est beaucoup plus difficile. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à interpréter les signaux des agents. Par exemple, tu le vois de face, au lieu de t'arrêter, tu continues à rouler. La face de l'agent, le dos de l'agent te donne le stop. Le bras levé de l'agent égale stop. Et donc on est censé connaître aussi les différents gestes que fait un policier. Mais tout à fait. Ce qu'on appelle, tous ces gestes-là sont appelés signes conventionnels. Et les choses que nous apprenons à l'auto-école. Donc il veut dire qu'un chauffeur de la rue parfois n'arrive pas à maîtriser ces signaux.
signaux. L'agent parle aussi au travers de sa position. Par sa position, l'agent te donne un message et tu as intérêt à respecter ce message. Mais si tu n'arrives pas à interpréter la position de l'agent, ça veut dire que tu es nul. C'est là où au départ j'ai parlé de la formation incomplète, parce que un chauffeur qui forme un chauffeur n'arrivera pas à t'apprendre toutes ces choses. C'est pas évident. Qu'il veut te dire, ce n'est que de l'aventure pour aller se faire former dans la rue. Il est préférable de se faire former dans une auto-école pour subir une bonne formation et une formation complète. Mais justement, puisque nous parlons du rôle du policier, de nos jours, on a l'impression, en tout cas en circulant, on a l'impression que les policiers ne sont là que pour être derrière les chauffeurs. Et on les voit même qu'ils les détestent. Hein. On a l'impression que les chauffeurs détestent les policiers. Pourquoi pensez-vous que cela c'est pas ça? Bon, moi je trouve que le chauffeur qui déteste le policier, selon moi, c'est celui-là qui a reçu une formation incomplète. Parce que nous, déjà, à l'auto-école, quand nous formons, nous apprenons à nos étudiants le rôle d'un agent sur la voie publique. Ça veut dire qu'au sortir de la formation à l'auto-école, l'apprenant connaît le rôle que joue un agent sur la voie publique. Ça veut dire qu'un agent n'est pas un ennemi du chauffeur. Un chauffeur n'a pas le droit de détester ou de dénigrer un agent. Quand il est là, il fait son travail et il faut le respecter. Donc, qui revient à dire que les agents ne sont pas les ennemis des chauffeurs. Mais il y a des chauffeurs qui sont contre les agents. Parce qu'eux-mêmes, ils savent le pourquoi. Monsieur le journaliste, je suis en règle. J'ai mon dossier complet. J'ai mon permis en bonne et due forme. Je respecte mes règles. Mais qu'est-ce que l'agent va chercher de mal en moi? Je pense que l'agent n'est pas là pour chercher les fautes ou pour créer les fautes. Ce n'est pas le rôle de l'agent. L'agent est là, c'est pour faire respecter le code de la route au chauffeur. Monsieur Nkoukou, il nous arrive de constater cela. Peut-être qu'on peut voir un policier qui arrive devant un véhicule et en tout cas, c'est vraiment une inspection qu'il fait du véhicule. Est-ce que c'est là ça aussi le rôle du policier? Faire l'inspection, voir le phare est en bon état? Est-ce que le coffre est en bon état? Est-ce que c'est cela le rôle du policier? C'est son rôle, il fait son travail, il fait juste le contrôle. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a plein de chauffeurs qui conduisent des véhicules sans roue de secours, pas de clic, pas de manivelle, mais il conduit un véhicule. Mais tandis que quand on parle d'un véhicule, il s'agit de 5 roues. Une voiture est équipée de 5 roues, mais vous conduisez un véhicule, vous n'avez même pas de roue de secours. Vous conduisez un véhicule, les feux stop ne marchent pas, mais les feux de stop jouent un rôle capital. C'est pour attirer l'attention de celui qui vous suit par l'arrière, de ne pas trop se rapprocher de vous. Mais quand vous freinez, il n'y a aucun signal derrière vous. C'est déjà un danger. Et l'agent a le droit de vérifier, de contrôler pendant qu'il est en plein service, de contrôler ces choses. C'est dans ses droits. Ce n'est que normal. Alors, monsieur Nkoukou, on est presque à la fin de notre émission. Je rappelle aux auditeurs que nous parlions de l'irresponsabilité des chauffeurs et nous avons parlé de cette irresponsabilité en 3 volets. Nous avons parlé du non-respect des panneaux, de la formation incomplète et aussi de la conduite conditionnée par la présence d'un policier. Alors, quelles sont les conséquences donc de l'irresponsabilité des chauffeurs en gros? Les conséquences de l'irresponsabilité, je vais souligner tout d'abord le retrait du permis de conduire. Je vais souligner les accidents. Donc, quand vous parlez du retrait du permis de conduire, c'est quand on constate que vous n'êtes pas responsable sur la route, on peut vous retirer votre permis. Mais une fois que vous avez abordé une intersection et qu'il y a eu une observation du panneau stop de votre part, l'agent a le plein droit de vous retirer le permis de conduire. L'inobservation du panneau stop, c'est une faute grave qui mérite le retrait du permis de conduire. C'est déjà une conséquence causée par votre irresponsabilité. Et quand on parle de retirer, c'est définitivement ou est-ce qu'on peut vous le rendre? Non, mais quand le permis a été retiré, ça se retrouve dans les mains de la police. À ce moment-là, qui veut dire qu'on vous donne une convocation, il faut se rabattre auprès du commissariat pour aller faire le retrait accompagné des amendes. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les conséquences sont en train de se suivre? Tout ça là, ça fait partie des conséquences de l'irresponsabilité. On vous retire le permis parce que vous avez commis une faute par rapport à la réglementation et vous avez une convocation et puis après, il faut aller délivrer le permis en payant des amendes. Tout ça là, c'est des conséquences. Et les conséquences s'enchaînent, non? Ça s'enchaîne jusqu'à vous emmener même au peines, même d'emprisonnement. Les conséquences de l'irresponsabilité peuvent faire que vous puissiez finir votre vie en prison. Mais une fois que vous avez fait un accident grave et mortel de la circulation et que si vous avez eu tort, vous imaginez là où ça peut vous emmener? Imaginez que vous avez occasionné un accident parce qu'il y a eu une observation du panneau stop. Ça veut dire qu'il y a un refus de priorité et que cet accident-là a emmené quelqu'un à la mort. Alors vous imaginez là où vous allez vous retrouver? Voilà
pourquoi je conseillerais aux chauffeurs de faire excessivement attention, d'éviter les comportements déviants, de s'efforcer de prendre le sens de responsabilité au volant. Et tout cela, c'est pour faciliter le trafic des véhicules soit fait dans les normes. Parce que quand le trafic ne se fait pas dans les normes, nous occasionnons beaucoup de choses qui nous conduisent au regret. Voilà, on ne conduit pas en fait pour la mort, on conduit pour la vie. Mais quand il y a un accident, on peut enregistrer le mort. Et les accidents sont souvent causés par l'irresponsabilité. Parce qu'assurément que si tout le monde pouvait être responsable sur la voie publique, si tout le monde pouvait respecter le code de la route, je dirais que non, il n'y aurait pas d'accident. Il y a le stop, tu t'arrêtes. Il y a le céder, le passage, tu ralentis. Celui qui est prioritaire, tu lui cèdes sa priorité. Comment nous allons arriver au point de faire des accidents? S'il y a accident, assurément qu'il y a eu non-respect d'une règle. Mais si tout le monde pouvait respecter les règles de la circulation routière, il n'y aurait pas des accidents. Alors on va tout simplement dire que être responsable, c'est à la fois pour se préserver soi-même, préserver son bien, c'est-à-dire son véhicule, et aussi préserver la vie d'autrui. Voilà. Monsieur Nkonko, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Allo Chauffeur. Nous avions parlé de l'irresponsabilité des chauffeurs, et avec moi dans ce studio pour en parler, nous recevions Monsieur Alban Nkonko, qui est moniteur d'auto-école évoluant au sein de l'auto-école Royal Service, à qui nous disons encore une fois de plus, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs, qui avez suivi l'émission. Merci à l'équipe technique, Flavia Londa, Ken Kibwanga, Prince Iliambaya. Et à la présentation, c'était Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été de nôtres. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau numéro de Allo Chauffeur. D'ici là, en tout cas, bonne suite de programme sur nos antennes. Allo Chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allo Chauffeur, Marc Foucault.